Imaginez-vous assis pour un repas traditionnel dans une destination culinaire bien connue, mais avec une particularité. L'ingrédient clé qui définit cette cuisine est manquant. Imaginez une table italienne sans tomates, des sushis japonais sans riz, ou un ragoût irlandais sans pommes de terre. Qu'est-ce qui transforme ces expériences culinaires? Comment le goût, la texture et l'essence même de ces plats changent-ils? Aujourd'hui, nous allons explorer ce qui rend chaque cuisine unique et comment certains aliments sont devenus des symboles de cultures entières et d'identité nationale. Nous réfléchirons à la manière dont notre nourriture façonne la culture d'une nation, non seulement en termes de goût, mais aussi par les connexions culturelles et identitaires qu'elle aide à forger. En discutant du rôle de la nourriture dans la définition de la culture et de l'identité nationale, je vous encourage à réfléchir aux ingrédients qui sont centraux dans votre propre cuisine culturelle. À quoi ressembleraient vos plats préférés sans leurs ingrédients signatures? Comment cela changerait-il votre perception ou votre expérience de votre propre culture? Mais avant de commencer, définissons quelques concepts importants qui seront centraux dans notre analyse. Tout d'abord, par culture, nous faisons référence aux croyances, valeurs, pratiques, comportements et coutumes partagés et transmis au sein d'un groupe de personnes. La culture englobe les modèles de comportement, les croyances et les valeurs pratiquées et partagées au sein d'une communauté. Cela inclut des éléments comme la langue, la religion, l'art, la musique, les rituels et bien sûr, la nourriture, qui contribuent tous à l'identité et aux normes du groupe. La culture est dynamique et évolue au contact et par l'interaction avec d'autres cultures, ainsi qu'en s'adaptant aux changements dans l'environnement et la société. Dans ce contexte, la cuisine fait référence aux pratiques culinaires distinctes, aux ingrédients, aux plats et aux styles de cuisine qui caractérisent une région, un pays ou un groupe culturel. La cuisine est profondément liée à l'histoire, à la géographie, aux ressources disponibles et aux traditions culturelles d'une culture, ce qui en fait un aspect important de l'identité culturelle. Plus qu'une simple méthode de préparation, la cuisine reflète les ingrédients disponibles localement, les développements historiques et économiques, les préférences culturelles et les échanges. Elle est une expression tangible du patrimoine culturel et de l'identité, souvent transmise de génération en génération et adaptée au fil du temps. L'identité nationale est le sentiment d'appartenance à une nation ou à un pays et le partage d'une culture et d'une histoire commune. Elle est souvent définie par une combinaison de facteurs, notamment la langue, l'histoire, les traditions, les symboles, et plus particulièrement les plats nationaux et les cuisines qui sont reconnus comme faisant partie du patrimoine historique d'un pays. Ces plats symbolisent souvent des mythes et rituels célébrés par une nation. Dans le contexte alimentaire, l'identité nationale peut être exprimée à travers des plats nationaux ou des pratiques alimentaires largement reconnues comme essentielles à l'expression culturelle de cette nation. Dans ce contexte, la nourriture dépasse son objectif fonctionnel de nutrition et devient un symbole puissant du patrimoine culturel, de la diversité régionale et même de l'unité nationale. Ce n'est pas pour autant que la nourriture est uniforme dans toutes les nations. Bien que l'on parle souvent de « cuisine italienne » ou de « cuisine mexicaine », il existe des différences régionales importantes au sein de chaque cuisine. Prenons, par exemple, la cuisine italienne. Chaque région d'Italie, des 20 régions distinctes, possède ses propres saveurs. Recettes et ingrédients uniques, influencés par les différences historiques et géographiques. La cuisine du nord de l'Italie, par exemple, tend à se concentrer sur des plats riches comme le risotto et la polenta, utilisant beaucoup de beurre et de riz, avec des influences des pays voisins comme la France et l'Autriche. Au centre de l'Italie, les plats classiques à base de sauce rouge avec des tomates et de l'huile d'olive, comme les spaghettis à la carbonara ou le ragoût à la bolognaise, sont courants. Quant au sud de l'Italie, on trouve une abondance de fruits de mer frais, de légumes et de plats de pâtes souvent assaisonnés avec de l'huile d'olive, de l'ail et des piments. De la même manière, la cuisine mexicaine présente des variations régionales similaires. La cuisine du nord du Mexique se distingue par ses viandes grillées, comme l'arachera ou le cabrito, avec des tortillas de farine et une variété de fromages comme le queso fresco. Le centre du Mexique fait un usage intensif de maïs, de légumineuses, de poulet et de plats comme le pozole ou la birria. La cuisine du sud du Mexique présente des saveurs complexes avec une abondance d'épices, ainsi que des ingrédients comme la dinde et le porc. Dans les régions côtières, les fruits de mer frais, comme le ceviche, sont à l'honneur. Ces variations régionales reflètent des identités culinaires spécifiques et distinctes qui, ensemble, forment les cuisines nationales que nous tendons à associer au Mexique ou à l'Italie. Ces cuisines régionales sont façonnées par une variété de facteurs, dont la géographie régionale du pays qui influence souvent les cuisines locales. Les régions ont des climats, des terrains, des types de sols et des accès à des plans d'eau variés, ce qui influence les types de cultures et de bétail que l'on peut élever. Par exemple,
les zones côtières comme l'Italie et le Mexique peuvent avoir des régimes alimentaires riches en fruits de mer. Tandis que les régions intérieures, comme la Sonora, dépendent davantage des céréales et de l'élevage. La disponibilité des ingrédients locaux est souvent profondément influencée par l'environnement. Les régions avec des sols fertiles et des conditions climatiques favorables peuvent cultiver une plus grande variété de cultures, menant à des pratiques culinaires diversifiées. À l'inverse, les régions avec des sols moins fertiles, des saisons de croissance plus courtes ou un accès limité à des précipitations fiables tendent à se concentrer sur des cultures plus robustes comme le niébé ou le manioc. Les traditions culinaires des premiers habitants d'une région, ainsi que celles des premiers colons, laissent souvent une marque durable sur la cuisine locale. Ces traditions introduisent souvent des ingrédients, des techniques de cuisson et des profils de saveurs uniques. Un exemple classique de cet impact est visible dans la culture du maïs et les méthodes agricoles indigènes des Amériques, adoptées par les colons britanniques en Amérique au cours des années 1600. Plus largement, l'échange de biens et les mouvements de population à travers les régions introduisent de nouveaux ingrédients et techniques de cuisson, menant à des fusions culinaires et des innovations. Les régions qui sont des centres commerciaux actifs ont souvent accès à une gamme diversifiée d'ingrédients, ce qui conduit à une cuisine plus variée. À l'inverse, les régions isolées peuvent avoir un répertoire culinaire plus limité en raison d'un accès restreint aux sources alimentaires extérieures. Parallèlement, les pratiques culturelles et traditionnelles de longue date influencent la façon dont les aliments sont préparés et consommés. Les croyances et rituels culturels dictent souvent les types d'aliments consommés et les méthodes de préparation. Ces pratiques, souvent associées à des identités religieuses ou ethniques, peuvent avoir un impact significatif sur les choix alimentaires et les méthodes de préparation. Certaines cultures peuvent avoir des interdits alimentaires, interdisant la consommation de certains ingrédients, tandis que d'autres peuvent accorder une signification particulière à des aliments dans des rituels ou des célébrations. Par exemple, la consommation de porc est interdite dans le judaïsme et l'islam, tandis que les hindous considèrent la vache comme un animal sacré, interdisant ainsi la consommation de bœuf. À l'inverse, le pain et le vin ont une importance centrale dans les rituels chrétiens comme l'Eucharistie et la Sainte Communion. De la même manière, la dinde de Thanksgiving aux États-Unis est devenue un symbole culturel, tout comme le gâteau de mariage dans de nombreuses cultures occidentales, vu comme un symbole de fertilité et de chance. Le fait de couper le gâteau ensemble symbolise la vie partagée et l'engagement du couple. Enfin, les événements historiques tels que les guerres, les famines et d'autres événements significatifs peuvent perturber les systèmes alimentaires traditionnels et entraîner l'adoption de nouvelles pratiques culinaires. Il existe de nombreux exemples à ce sujet. L'impact de la Seconde Guerre mondiale a conduit à la perturbation des aliments traditionnels et à l'expansion dramatique des techniques de conservation des aliments, incluant l'invention du spam et sa popularisation dans le Pacifique Sud. La révolution culturelle chinoise a provoqué un bouleversement dramatique et une famine généralisée à travers le pays, forçant les populations à adopter des ingrédients plus polyvalents comme les patates douces. De même, la famine de la pomme de terre en Irlande au milieu du XIXe siècle a conduit à une diversification de la cuisine irlandaise et à la migration des citoyens irlandais à travers le monde. La Grande Dépression aux États-Unis a popularisé des plats économiques et rassasiants comme les casseroles et le pain de viande. Cette époque a vu l'essor des livres de cuisine communautaire, partageant des recettes abordables. La révolution industrielle et les processus d'urbanisation associés, au XVIIIe et XIXe siècle, ont conduit à la prolifération de nouvelles technologies alimentaires, notamment la production de masse et les aliments transformés, ainsi que le transport réfrigéré, modifiant profondément les habitudes alimentaires et les pratiques culinaires dans de nombreuses sociétés. L'Empire mongol, par exemple, a facilité l'échange de traditions et d'ingrédients culinaires entre l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient, menant à l'adoption de nouveaux plats et techniques de cuisson, comme l'utilisation des nouilles dans les cuisines européennes et chinoises. De même, l'échange colombien, la migration massive des plantes et des animaux entre les Amériques et l'Europe après 1492, a profondément influencé les traditions culinaires à travers le monde, menant à l'intégration des cultures du Nouveau Monde comme les pommes de terre, le maïs et les tomates dans les cuisines européennes. Tandis que les animaux du Vieux Monde, tels que les chevaux, le bétail, les porcs, les chèvres, les moutons, les poulets et les céréales comme le blé, l'orge et le riz, ont été introduits dans les Amériques. Ironiquement, malgré cette diversité régionale, l'idée même des plats nationaux ou de la cuisine nationale tend à représenter une version simplifiée et homogénéisée du paysage culinaire d'un pays. Cette vision simplifie souvent les vastes variations régionales et culturelles qui existent au sein des frontières. Par exemple, la conception de la cuisine italienne aux États-Unis tend à mettre en avant les pâtes et les sauces à base de tomates, caractéristiques de l'Italie centrale, tout en minimisant les plats du Nord comme le risotto et la polenta. De la même manière,
La cuisine indienne aux États-Unis tend à s'inspirer principalement des traditions culinaires de l'Inde du Nord, avec des plats comme le poulet au beurre et le biryani, en occultant les traditions des autres régions. De plus, les plats nationaux reflètent souvent la dominance culturelle d'un groupe, négligeant les contributions culinaires des minorités ethniques et culturelles au sein d'un pays et marginalisant ces groupes et leur patrimoine culturel. Par exemple, les traditions culinaires des Amérindiens aux États-Unis sont souvent ignorées au profit de plats reflétant les influences euro-américaines. Sean Sherman, un chef Oglala Lakota, souligne cette réalité dans son discours TED, que je vais lier dans la description de la vidéo, lorsqu'il se demande pourquoi il n'y a pas plus de restaurants amérindiens aux États-Unis. La commercialisation des plats nationaux à des fins touristiques mène souvent à des versions standardisées et simplifiées, effaçant encore plus les nuances régionales et la signification culturelle. Cela peut créer une image déformée du paysage culinaire d'un pays, à la fois pour les locaux et les visiteurs. La cuisine thaïlandaise en est un puissant exemple. Les restaurants thaïlandais destinés aux touristes ou opérant en dehors de la Thaïlande proposent souvent un menu limité, axé sur des plats populaires et reconnaissables tels que le pad thaï, le curry vert et la soupe tom yum. Cette focalisation sur quelques plats emblématiques ignore la vaste diversité de la cuisine régionale thaïlandaise, qui varie considérablement en termes d'ingrédients, de saveurs et de techniques de cuisson. Pour satisfaire un large éventail de goûts, les restaurants destinés aux touristes ajustent souvent l'épice et la complexité des saveurs thaïlandaises traditionnelles, ce qui mène à une expérience moins authentique. Par ailleurs, afin de garantir une cohérence et une rentabilité, de nombreux restaurants s'appuient sur des ingrédients standardisés, souvent importés de l'extérieur de la région. Cela peut compromettre la fraîcheur et la qualité des plats, ainsi que les saveurs uniques issues des produits locaux. Dans la quête d'une large attractivité, le contexte culturel et les histoires derrière les plats traditionnels thaïlandais sont souvent perdus, détachant ainsi la nourriture de la riche histoire et de la signification régionale de la Thaïlande, la réduisant à une simple marchandise culinaire. Ce phénomène entraîne souvent une telle divergence avec la nourriture d'origine que l'authenticité commence à être remise en question. C'est un sujet important que nous explorerons plus en détail dans une autre vidéo, mais il mérite d'être mentionné ici. Enfin, les plats nationaux peuvent être utilisés comme outil de propagande politique ou pour servir des agendas nationalistes, en promouvant une identité nationale unifiée au détriment de la reconnaissance de la diversité culturelle. Cela peut conduire à l'exclusion de groupes dont les pratiques culinaires ne correspondent pas au récit dominant. De plus, les disputes autour de l'origine géographique des plats spécifiques opposent souvent des pays les uns aux autres. Par exemple, le Liban, Israël, la Palestine, la Jordanie et la Syrie revendiquent tous être à l'origine du houmous. De la même manière, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, l'Iran et la Somalie revendiquent tous la samosa comme leur propre invention. En conséquence, il est important de reconnaître que le concept de plats nationaux est une construction sociale qui peut être à la fois inclusive et exclusive. Bien que ces plats puissent servir de symbole important de fierté et d'unité nationale, ils peuvent également perpétuer des stéréotypes culturels et effacer les contributions culinaires de groupes marginalisés. En reconnaissant la diversité au sein des cuisines nationales et en célébrant les traditions culinaires uniques des différents groupes, régions et communautés, nous pouvons favoriser une compréhension plus inclusive et précise de la nourriture et de la culture. Mais c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ci-dessous, et merci d'avoir regardé. Au revoir.